Mon père fixa du regard le morceau de plastique égratigné avec un dégoût absolu avant de le jeter violemment dans la poubelle. Je m'appelle Mallory. Je suis une mère célibataire de 30 ans qui venait d'enterrer son grand-père le matin même. Par un froid glacial. Mes parents s'étaient immédiatement rendus à son appartement pour saccager l'endroit. À la recherche de tout objet de valeur immédiate. Ils m'avaient complètement ignoré alors que je tenais debout, silencieuse dans un coin. Tandis qu'ils fouillaient impitoyablement chaque placard à la recherche de bijoux ou d'argent caché. Mon père avait fini par forcer un tiroir de bureau verrouillé à l'aide d'un outil métallique lourd. Trouvé dans la cuisine. Il s'attendait à trouver des liasses de billets ou des obligations de valeur. Mais n'avait découvert qu'une très vieille carte bancaire couverte de profondes rayures. Il avait juré à voix haute entre ses dents. Se plaignant que le vieux bonhomme n'avait laissé qu'un vulgaire déchet sans valeur. Il avait jeté la carte sans y repenser avant de porter son attention sur de précieuses pendules. Anciennes posées sur la cheminée. Mes parents avaient rapidement empaqueté les quelques objets de valeur qu'ils pouvaient transporter. Avant de quitter la porte d'entrée sans même dire au revoir. L'appartement était soudain retombé dans un silence absolu lorsque leur lourd pas s'était enfin évanoui au bout du long couloir. Je m'étais lentement approché de la poubelle pour regarder l'objet jeté qu'ils jugeaient si totalement inutile. J'avais plongé la main à l'intérieur pour en ressortir la carte abîmée avant d'en essuyer soigneusement la poussière de sa surface fanée avec ma manche. J'avais décidé de la garder en sécurité dans ma poche. Car quelque chose au fond de moi me disait que mon grand-père l'avait verrouillée pour une raison très précise. Je savais que je devais la porter à la banque le lendemain matin pour découvrir le secret qu'il voulait que je trouve. Les portes vitrées de la succursale bancaire centrale s'étaient ouvertes alors que je franchissais le seuil du bâtiment tôt le lendemain matin, tenant l'objet en plastique jeté. En me dirigeant directement vers le bureau principal du service client. J'avais remis l'objet patiné à mon guichetier nommé Nolan pour une vérification standard de l'état du compte. Nolan avait accepté l'article sans poser de questions préliminaires avant de faire glisser sans heure sa bande magnétique fanée dans le lecteur de cartes électroniques fixé à son terminal informatique principal. Le système bancaire interne avait immédiatement clignoté avec un avertissement rouge vif au lieu d'afficher un solde normal ou des options de retrait typiques pour l'utilisateur. Les chiffres d'identification spécifiques intégrés dans le plastique avaient apparemment déclenché une alerte de sécurité automatique directement liée à un compte financier gelé de manière permanente, nécessitant une attention fédérale immédiate. Nolan n'avait pas pris la peine de m'expliquer le verrouillage soudain du système tout en fixant intensément l'écran lumineux positionné juste devant lui. Il avait rapidement verrouillé son écran d'ordinateur à l'aide d'un raccourci clavier rapide avant d'offrir une excuse polie selon laquelle il devait vérifier certains protocoles de sécurité interne obligatoires avec ses superviseurs. Il avait discrètement fait signe au service de la conformité interne à l'aide d'un bouton de communication caché sous son bureau avant de me faire poliment signe de le suivre dans un couloir restreint et silencieux. Nolan m'avait conduit dans une salle d'isolement privée, généralement réservée aux problèmes de sécurité de haut niveau, avant de me demander de rester assise là jusqu'à nouvel ordre. Rester seul à l'intérieur de cet espace sans fenêtre m'avait fait réaliser que cette situation impliquait quelque chose de bien plus grave qu'un simple compte d'épargne expiré laissé par un parent décédé. PFF. Le silence troublant s'était étiré pendant près de 15 minutes tandis que je fixais les murs vides, me demandant exactement ce que mon père avait jeté dans la poubelle la veille. La porte de sécurité s'était finalement ouverte pour révéler un grand homme en costume sombre, entrant aux côtés du directeur officiel de l'établissement. L'homme s'était immédiatement présenté comme étant le détective Ford, du département des enquêtes sur les crimes financiers, avant de tirer une chaise directement en face de moi à la table en métal. Ford avait posé la vieille carte sur la surface entre nous tout en posant une série de questions intenses concernant la manière exacte dont j'avais réussi à obtenir ce morceau de plastique restreint.
Il avait exigé de connaître le moindre détail sur les moments précédant mon arrivée à la banque sans rompre son contact visuel sévère, pas même pour une seule seconde. L'enquêteur voulait spécifiquement connaître l'heure exacte où j'avais trouvé l'objet ainsi que l'identité légale de toute autre personne ayant pu le manipuler au cours de la semaine écoulée. Expliquer la situation chaotique m'avait obligé à raconter exactement comment mon père, Douglas, avait imprudemment jeté l'objet dans une poubelle immédiatement après le service commémoratif. J'avais détaillé comment mes parents avaient complètement saccagé l'appartement appartenant à mon grand-père, Alfred, tout en cherchant désespérément tout ce qu'ils pouvaient facilement convertir en argent rapide. Ils avaient complètement ignoré la véritable signification de cet article spécifique parce que son apparence très usée leur faisait fermement croire qu'il n'avait aucune valeur monétaire réelle dans le monde réel. Ford avait écouté attentivement toute mon explication tout en prenant des notes détaillées sur un petit bloc-notes juridique qu'il avait sorti de la poche intérieure de sa veste de costume sans interrompre mon témoignage. Écouter mon explication détaillée avait provoqué un changement notable dans le comportement professionnel de l'enquêteur assis en face de moi à la table en métal. Ford avait immédiatement ordonné au directeur de l'agence présent à proximité de marquer formellement l'adresse résidentielle appartenant à Alfred comme lieu d'intérêt principal pour un dossier d'enquête criminelle actif. Le détective s'était penché en avant tout en posant ses mains à plat sur la table pour prononcer une déclaration très sérieuse concernant la véritable gravité de notre situation actuelle. Il m'avait regardé droit dans les yeux avec une expression inébranlable avant de livrer un avertissement glaçant, me disant que je n'avais absolument aucune idée du genre de preuves critiques que je venais d'apporter. Dans le bâtiment, la tension à l'intérieur de la salle d'interrogatoire s'était considérablement alourdie alors que Ford commençait à sortir plusieurs documents officiels de sa mallette en cuir pour me préparer à la vérité choquante. Exactement 15 minutes après la fin de notre interrogatoire initial dans la salle de sécurité, Ford posa un épais dossier en manie directement sur la table en métal. Le détective tapota fermement le morceau de plastique usé avant d'expliquer qu'il appartenait à l'origine à ma grand-mère, Pearl. Il révéla que les numéros gravés sur la surface étaient liés de manière permanente à un vieux compte d'épargne qui avait été complètement gelé à la suite d'une enquête massive pour fraude. Ford ouvrit soigneusement le dossier pour présenter plusieurs relevés bancaires officiels mettant en évidence une série de transactions financières extrêmement suspectes du début de cette année. Les documents montraient clairement un retrait massif vidant complètement les fonds de retraite, grâce à l'utilisation d'un document de procuration falsifié. Le traçage de la piste financière électronique prouva que chaque dollar volé avait été acheminé directement vers le compte professionnel de l'entreprise entièrement contrôlée par Douglas. Regarder les preuves financières incontestables me retourna l'estomac tandis que l'enquêteur continuait de détailler la sombre réalité de la situation. Ford baissa la voix pour révéler la vérité dévastatrice sur ce qui s'était réellement passé il y a 6 mois, le jour exact du décès de Pearl. Il expliqua qu'elle s'était rendue dans cette même succursale bancaire pour vérifier son solde après avoir remarqué des divergences inhabituelles dans son courrier mensuel. Découvrir que l'intégralité de ses économies de toute une vie avait été volée par son propre fils avait provoqué un état de choc écrasant en plein milieu du hall public. Le traumatisme psychologique extrême avait immédiatement provoqué un arrêt cardiaque sévère qui avait finalement entraîné sa mort tragique avant même que les paramédicaux ne puissent arriver sur les lieux. Mes parents avaient totalement menti à toute la famille en affirmant qu'elle était simplement décédée paisiblement dans son sommeil de mort naturelle lié à la vieillesse. Traiter cette horrible révélation devint encore plus difficile lorsque le détective présenta un rapport de police détaillant les suites immédiates de l'urgence médicale. Alfred avait été contacté par les autorités locales pour récupérer les effets personnels de son épouse peu de temps après le transport de son corps à l'hôpital. Le veuf éploré exigea de voir les images de surveillance du hall de la banque, essayant de comprendre ce qui avait bien pu provoquer une crise médicale aussi soudaine. Voir la vidéo de surveillance l'incita à demander une réunion avec le directeur de l'agence.
qu'il informa à contre-cœur des comptes bancaires vidés. Apprendre que Douglas était le principal suspect derrière les documents falsifiés brisa complètement l'homme en deuil, mais il choisit une voie très non conventionnelle pour faire face à la trahison. Au lieu d'exiger une arrestation criminelle immédiate qui aurait entraîné la famille dans un scandale public, il garda silencieusement la carte désactivée comme son seul moyen de pression physique. Le vieil homme savait avec une certitude absolue que son fils Cupide finirait par cibler le reste du patrimoine familial. Une fois le choc initial des funérailles dissipé, Alfred réalisa que sa santé déclinante l'empêcherait de mener une longue bataille juridique. Il a donc conçu une solution beaucoup plus permanente pour sécuriser les actifs restants. Il commença à rencontrer secrètement un professionnel du droit de confiance pour rédiger un plan successoral complètement nouveau, conçu spécifiquement pour contourner les lois standards sur l'héritage. Son objectif ultime était de s'assurer que Douglas ne toucherait plus jamais un centime tout en protégeant mon avenir financier de leurs projets prédateurs. Le vieil homme cacha délibérément le morceau de plastique crucial à l'intérieur de son tiroir verrouillé. Sachant que mon père finirait par fouiller l'appartement à la recherche d'objets de valeur, il plaça sa totale confiance dans l'hypothèse selon laquelle Douglas rejetterait avec arrogance l'article endommagé, le laissant pour que je le découvre dans les ordures. Ford conclut son briefing en glissant un certificat de décès photocopié à travers la table pour souligner la véritable gravité du crime caché. Le document officiel indiquait clairement l'arrêt cardiaque comme principale cause du décès tout en omettant complètement toute mention de la confrontation financière qui avait déclenché l'événement fatal. Comprendre l'immensité de cette supercherie me fit réaliser que mes propres parents étaient essentiellement responsables de la fin de la vie de la femme qui m'avait élevé. L'enquêteur se cala dans son fauteuil en affirmant que la police avait besoin de ma pleine collaboration pour amener enfin l'enquête en cours à une conclusion définitive. Rassembler mes pensées prit plusieurs moments avant que j'accepte fermement d'aider les autorités à construire un dossier étanche contre les personnes qui avaient détruit notre famille. Quitter la salle sécurisée avec ces faits horribles gravés dans mon esprit me préparait à la guerre juridique inévitable qu'Alfred avait méticuleusement orchestrée pour nous. Le vendredi matin de la semaine suivante arriva avec une atmosphère incroyablement tendue. S'installant dans le bureau formel appartenant à l'avocat de la succession de mon grand-père, Monsieur Delaney, Douglas était assis avec assurance de la table en acajou poli à côté de Patricia, tout en projetant un sentiment écrasant d'arrogance dans toute la pièce. Tous deux croyaient fermement qu'ils étaient les seuls héritiers légitimes habilités à réclamer l'intégralité du patrimoine familial sans faire face à aucun défi juridique potentiel de quiconque. Ils parlaient haut et fort de leurs projets immédiats de liquidation du portefeuille immobilier tout en ignorant complètement ma présence silencieuse au bout de la disposition des sièges. Delaney ignora complètement leurs expressions suffisantes tout en brisant soigneusement le sceau de cire officielle sur un épais document juridique reposant directement devant le clavier de son ordinateur. Le professionnel du droit ajusta ses lunettes avant d'annoncer formellement l'existence d'un dernier testament complètement mis à jour exécuté peu de après l'incident tragique à l'institution financière. Il commença à lire les clauses officielles déclarant que l'ensemble du domaine serait immédiatement transféré dans un fiducie irrévocable conçu spécifiquement pour la préservation du patrimoine à long terme. Le texte juridique détaillé m'identifiait clairement comme le bénéficiaire principal détenant le plein contrôle opérationnel sur les actifs financiers restants, y compris tous les actes de propriété ainsi que les divers portefeuilles d'investissement laissés par le patriarche décédé. Le document précisait en outre que ma jeune fille avait été officiellement désignée comme bénéficiaire secondaire en cas de circonstances imprévues affectant ma capacité à gérer les fonds. Les sourires confiants disparurent complètement des visages de mes parents alors qu'ils luttaient pour comprendre la réalité juridique choquante qui se déroulait rapidement sous leurs yeux. Delaney atteignit ensuite la section la plus cruciale du document concernant l'exclusion spécifique de certains individus de l'héritage familial. Il lut à haute voix la clause dévastatrice déclarant que Douglas ainsi que Patricia étaient
Définitivement déshérité de recevoir ne serait-ce qu'un seul centime de la richesse accumulée. Le texte juridique contraignant citait explicitement de graves fautes financières commises à l'encontre d'un membre vulnérable de la famille comme justification principale de leur radiation complète du plan successoral, ne laissant aucune place à une future mauvaise interprétation. Entendre ces mots accablants poussa Douglas à éclater dans une soudaine crise de rage en frappant violemment ses poings serrés contre la surface de la table de conférence coûteuse. Il cria sauvagement tout en m'accusant d'avoir manipulé un vieil homme sénile souffrant d'une démence sévère pour qu'il signe l'intégralité de sa fortune au cours de ses derniers jours de vulnérabilité sur Terre. Patricia se joignit rapidement à l'explosion chaotique en menaçant agressivement de vider leur compte bancaire d'entreprise pour embaucher les avocats les plus impitoyables de la ville afin de déchirer le document mis à jour pièce par pièce. Elle pointa un doigt tremblant directement sur mon visage en criant que je ne m'en tirerais jamais. En volant l'argent qu'il méritait à juste titre en tant que descendant direct. Delaney resta parfaitement calme au milieu de cette dispute de cris tout en rappelant poliment au couple furieux que son cabinet possédait des preuves médicales irréfutables prouvant la compétence mentale absolue de son client décédé. L'avocat expliqua fermement que de multiples témoins indépendants ainsi qu'un enregistrement vidéo complet avaient capturé tout le processus de signature pour s'assurer que le testament mis à jour pouvait résister à tout examen judiciaire potentiel. Le couple hostile réalisa rapidement que leur tactique d'intimidation agressive échouait complètement contre le professionnel du droit impassible assis en face d'eux. Ils quittèrent la pièce en trombe ensemble tout en criant haut et fort des menaces explicites sur le lancement d'une action en justice civile massive pour invalider complètement la fiducie. La lourde porte en bois se referma brusquement, laissant le bureau dans un état de silence absolu alors que l'avocat expérimenté poussait un long soupir de soulagement professionnel. Delaney ouvrit immédiatement un tiroir verrouillé de son bureau pour récupérer une enveloppe secondaire portant mon nom, manuscrite dans une encre tremblante familière. Il tendit soigneusement le paquet scellé à travers la table tout en expliquant qu'Alfred avait laissé des instructions très spécifiques concernant la bataille juridique à venir qu'il savait totalement inévitable. L'avocat a précisé que cette lettre cachée contenait le plan exact dont nous avions besoin en utilisant la carte bancaire jetée afin d'obtenir une victoire permanente devant un tribunal civil. Serrer fermement l'épaisse enveloppe me fit réaliser que mon grand-père avait méticuleusement planifié chaque étape de cette confrontation pour s'assurer que les responsables de la destruction de notre famille finiraient par faire face à la justice ultime. Exactement 2 semaines après la fin de cette réunion de bureau tendue, une assignation officielle de la Cour arriva directement dans ma boîte aux lettres résidentielles, portant le sceau officiel du tribunal du comté local. La pétition juridique formelle déposée par mon père accusait officiellement Alfred d'avoir manqué de la capacité mentale nécessaire lors de l'exécution de ces documents testamentaires mis à jour. Refusant de m'engager dans un quelconque de leurs appels de harcèlement m'a poussé à apporter immédiatement l'enveloppe scellée laissée par mon grand-père directement au bureau sécurisé de Delaney. Rompre le sceau de cire sur la lettre manuscrite révéla des instructions écrites spécifiques, exigeant que nous utilisions les chiffres d'identification situés sur ce morceau de plastique jeté. Le patriarche décédé a explicitement ordonné que nous utilisions ces numéros spécifiques comme clé de déchiffrement pour accéder en toute sécurité à l'ensemble des archives numériques contenant les données financières historiques. Comprendre la pure brillance de son plan d'urgence caché nous a donné le levier exact nécessaire pour contrer efficacement le litige civil imminent menaçant mon avenir. Nous avons rapidement réalisé que l'objet endommagé que Douglas avait imprudemment jeté dans la poubelle représentait en fait le seul lien numérique survivant au serveur bancaire offshore. Gelé. Suivre ces directions écrites précises nous a conduit à planifier une réunion privée urgente avec l'ancien gestionnaire de fonds nommé Sawyer. Apporter l'article demandé à son bureau sécurisé du centre-ville a permis à l'expert financier d'entrer soigneusement la séquence numérique fanée directement dans son logiciel de suivi institutionnel.
Sawyer a utilisé la bande magnétique usée pour contourner avec succès les pare-feux de sécurité de l'entreprise, bloquant activement les anciens dossiers bancaires restreints de la vue du public. Les journaux de données nouvellement extraits ont mis en évidence de manière définitive le calendrier chronologique exact, cartographiant de multiples transferts d'argent non autorisés provenant des comptes de fiducie offshore principaux. Nous avons documenté avec soin les moments précis où la procuration falsifiée a été déployée. Illégalement pour vider systématiquement les divers portefeuilles de retraite sur une période de plusieurs mois. L'historique détaillé des transactions correspondait clairement à l'afflux correspondant de capitaux illicites apparaissant dans les grands livres commerciaux de l'entreprise uniquement contrôlés par mes parents. Regardez la preuve indéniable se matérialiser sur le moniteur d'ordinateur lumineux à consolider notre compréhension absolue de la manière exacte dont le vol financier a été méticuleusement exécuté. À huis clos. Sawyer a immédiatement généré plusieurs copies certifiées des pistes bancaires électroniques pour servir de preuve physique fondamentale pour la bataille imminente au tribunal. Construire un mur défensif impénétrable pour le procès civil imminent exigeait que Delaney contacte simultanément le médecin gériatre privé connu sous le nom de Dr Maxwell. Le professionnel de la santé a fourni volontairement un accès complet à des dizaines d'évaluations cliniques indépendantes répertoriant la santé cognitive de mon grand-père au cours de ses 2 dernières années de vie. L'examen des dossiers de patients approfondis a révélé des enregistrements vidéo haute résolution. Des rendez-vous médicaux de routine. Prouvant que le vieil homme possédait une mémoire exceptionnellement vive jusqu'à son décès. Maxwell a expliqué méticuleusement comment les résultats de l'examen neurologique démontraient systématiquement un score parfait concernant la conscience spatiale complexe ainsi que des capacités de raisonnement logique avancé. Obtenir ces affidavits médicaux garantissait que nous possédions les munitions scientifiques nécessaires pour réfuter facilement toute accusation infondée concernant une démence soudaine ou une manipulation psychologique des personnes âgées. Le médecin dévoué a officiellement accepté de témoigner sous serment concernant la santé mentale absolue de son ancien patient pour s'assurer que l'intégrité juridique du plan successoral final restait complètement intacte contre toute contestation hostile. Analyser cette montagne de preuves irréfutables aux côtés de l'équipe juridique nous a permis de formuler une stratégie judiciaire agressive conçue pour démanteler complètement l'opposition. Delaney a expliqué fermement que notre objectif tactique principal devait se concentrer entièrement sur la confirmation de la clarté mentale absolue du testateur avant d'introduire des allégations de vol financier devant le juge président. Vaincre le procès frivole exigeait que nous écrasions méthodiquement leurs accusations médicales. Fabriquées d'abord afin d'établir notre crédibilité lors de la phase initiale du procès civil. Prouver la validité indéniable du testament mis à jour supprime effectivement leur statut juridique. Avant que nous passions à l'exposition agressive de leurs activités criminelles cachées. Nous libérerions alors stratégiquement les données financières dévastatrices extraites de la carte en plastique pour porter le coup de grâce contre les plaignants cupides tentant de voler l'héritage. Passer ces semaines exténuantes à préparer les dossiers juridiques a transformé mes sentiments initiaux de chagrin accablant en une détermination froide à obtenir une justice absolue pour mes grands-pères décédés. Tout était enfin positionné pour déclencher le piège juridique que mon grand-père avait brillamment conçu pour punir les personnes exactes responsables de la destruction de notre héritage familial. Le lundi matin de la mi-novembre arriva avec une atmosphère lourde s'installant dans la salle d'audience civile formelle située dans le centre-ville d'Anchorage. L'avocat en litige agressif représentant Douglas a lancé sa déclaration liminale en initiant immédiatement un assassinat de caractère vicieux contre moi. Il a fait les 100 pas avec assurance devant le juge tout en m'accusant explicitement d'avoir exploité impitoyablement la santé prétendument déclinante d'un homme âgé vulnérable pour s'assurer un paiement financier massif. Le professionnel du droit hostile a peint un récit complètement fabriqué affirmant que j'avais délibérément isolé mon grand-père de sa famille aimante pour exercer un contrôle psychologique immense sur ses décisions financières quotidiennes.
Il a affirmé haut et fort que j'avais utilisé la manipulation émotionnelle pour forcer Alfred à signer toute la fortune familiale au cours de ces derniers mois fragiles sur Terre. Delaney a complètement ignoré les pitreries insultantes avant de se lever calmement pour appeler Maxwell à la barre des témoins comme notre toute première manœuvre défensive. L'avocat chevronné a contourné toute remarque d'ouverture dramatique en présentant immédiatement un épais classeur rempli d'évaluations cognitives certifiées directement au juge président. Maxwell s'est installé dans la chaise en bois avant d'expliquer avec assurance les protocoles médicaux exacts qu'il utilisait pour évaluer son ancien patient sur une base mensuelle cohérente. Le médecin respecté a témoigné sous serment qu'Alfred obtenait systématiquement des notes parfaites à chaque évaluation psychologique obligatoire, y compris des examens complexes de fonctionnement exécutif administrés au cours de ses 2 dernières années de vie. Maxwell a porté un coup dévastateur à l'opposition en fournissant des notes cliniques détaillées, prouvant que le vieil homme possédait une compréhension exceptionnelle de son propre portefeuille financier complexe. Le médecin a raconté clairement de multiples consultations privées où son patient a articulé de manière indépendante son désir spécifique de restructurer complètement la distribution de la richesse générationnelle sans aucune influence externe. L'expert médical a spécifiquement noté comment Alfred a minutieusement décrit les raisons exactes pour lesquelles il a supprimé certains parents immédiats des documents testamentaires mis à jour, tout en étant assis complètement seul dans la salle d'examen. Écoutez le professionnel clinique décrire ses rendez-vous médicaux confidentiels a fourni une preuve indéniable que mon grand-père a agi avec une clarté mentale absolue tout en exécutant sa stratégie juridique ultime. Maxwell a souligné que son patient comprenait parfaitement les graves conséquences juridiques de ces actes tout en protégeant délibérément l'avenir financier pour moi ainsi que pour Eve. L'avocat de la partie adverse a immédiatement lancé un contre-interrogatoire désespéré, tentant de discréditer agressivement la vaste expérience professionnelle du témoin à la déchargeant, questionnant ses méthodes de diagnostic. Il a tiré une série rapide de questions médicales confuses, espérant piéger le médecin pour qu'il admette un diagnostic erroné potentiel concernant l'apparition cachée de la maladie d'Alzheimer avancée ou de la démence. Maxwell a maintenu un calme professionnel parfait tout en démantelant systématiquement chaque piège, en se référant simplement aux scanners cérébro-neurologiques irréfutables portant des tampons de vérification officielle de l'hôpital. L'avocat de la défense frustré a essayé désespérément de suggérer que les dossiers médicaux auraient pu être modifiés après le décès pour soutenir commodément l'établissement soudain de la fiducie irrévocable. Delaney a vigoureusement objecté à l'accusation infondée en produisant les horodatages numériques d'origine directement vérifiés par la base de données de l'administration centrale de l'hôpital pour prouver l'authenticité absolue des documents. Les preuves médicales inébranlables ont complètement paralysé la stratégie offensive spécifiquement conçue pour dépeindre mon grand-père comme une victime confuse de la maltraitance des personnes âgées. Douglas a visiblement dégonflé dans son siège à côté de Patricia tout en chuchotant frénétiquement à son représentant légal coûteux, qui venait d'échouer misérablement à briser la crédibilité factuelle de notre principal témoin médical. Le juge président a examiné attentivement l'affidavit médical certifié avant de rejeter fermement les objections frénétiques soulevées par l'avocat de la défense de l'opposition qui perdait rapidement le contrôle du récit. Elle a officiellement inscrit les évaluations cognitives complètes dans le dossier permanent du tribunal tout en avertissant sévèrement les plaignants de ne plus faire d'allégations médicales non fondées au cours du procès en cours. Accepter cette preuve scientifique inébranlable a effectivement détruit l'argument fondamental, m'accusant d'avoir intentionnellement manipulé un citoyen âgé prétendument incompétent pour un gain financier personnel. Les faits médicaux indéniables présentés aujourd'hui ne laissent absolument plus de place à aucun débat supplémentaire concernant sa réelle compétence mentale. Vaincre leur récit médical fabriqué a conclu avec succès la première phase cruciale du litige civil, exactement comme mon équipe juridique l'avait prévu dès le tout début.
Delaney a offert un bref signe de tête de satisfaction professionnelle avant de préparer à orienter notre stratégie de salle d'audience vers les révélations financières beaucoup plus dévastatrices qui attendaient en toute sécurité à l'intérieur de sa mallette en cuir. L'atmosphère de la salle d'audience s'est alourdie de manière perceptible alors que l'opposition réalisait nerveusement que tout leur procès malveillant s'effondrait rapidement sous leurs yeux. Paniqués. Le retour dans la salle d'audience calme après une brève récréation de l'après-midi a permis aux procédures judiciaires de reprendre immédiatement avec notre deuxième témoin crucial prenant la barre. PFF. Delaney a appelé avec assurance Sawyer au pupitre en bois avant de présenter l'objet en plastique, abîmé directement au juge président en tant que preuve physique formelle. L'expert financier expérimenté a examiné l'article rayé tout en confirmant officiellement que ces chiffres d'identification unique servaient de clé de maître de chiffrement requise pour accéder aux comptes offshore gelés. Il a expliqué systématiquement comment la récupération de ces fichiers numériques cachés a finalement permis à son cabinet de reconstruire pleinement le calendrier financier mystérieux entourant Feu Pearl. Le témoin a détaillé les protocoles de sécurité stricts régissant la fiducie avant de démontrer exactement comment les auteurs contournent ces mesures de sauvegarde à l'aide de documentation juridique falsifiée. Sawyer a utilisé un grand projecteur numérique pour afficher une image fortement agrandie du document de procuration falsifié pour que toute la pièce puisse l'examiner en profondeur. Il a souligné méticuleusement plusieurs incohérences flagrantes dans la signature avant de tracer la trajectoire exacte des fonds volés, quittant la fiducie familiale principale. Le registre bancaire complet projeté sur l'écran massif illustrait clairement des montants massifs de capitaux non autorisés circulant directement dans les comptes d'entreprise de l'entreprise, uniquement contrôlés par Douglas. Sawyer a guidé soigneusement la cour à travers le réseau complexe de numéros de routage offshore, utilisé pour cacher le capital illicite du logiciel d'audit gouvernemental standard. Ces transferts numériques illicites se sont produits quelques jours seulement avant que la femme âgée ne subisse son urgence cardiaque fatale à l'intérieur du hall de la banque après avoir découvert les comptes vides. La preuve visuelle indéniable établissant un lien direct entre le vol financier et la mort subite a complètement fait taire l'avocat de la défense de l'opposition assis de l'autre côté de l'allée. Leur avocat en litige coûteux a refusé d'essayer même un contre-interrogatoire après avoir réalisé que les données financières irréfutables détruisaient complètement leur récit fabriqué. PFF. L'avocat chevronné a remis un email d'entreprise imprimé directement au témoin lui demandant de lire les détails spécifiques du destinataire à voix haute pour le transcripteur officiel du tribunal. Sawyer a confirmé explicitement que le message électronique autorisant le transfert de fonds offshore final incluait Patricia dans la liste des destinataires en copie carbone directe sans aucune ambiguïté possible. Exposer cette communication numérique spécifique a complètement détruit son témoignage sous serment précédent, affirmant une ignorance absolue concernant les activités d'entreprise illicites orchestrées par son mari cupide. Réaliser qu'elle était maintenant indéniablement impliquée en tant que complice consentante dans le projet de fraude massif a poussé Patricia à subir un effondrement psychologique total directement à la table des plaignants. Elle a commencé à sangloter de manière incontrôlable tout en pointant frénétiquement un doigt accusateur vers Douglas dans une tentative désespérée de se sauver des conséquences criminelles imminentes. La femme terrifiée a supplié le magistrat président de faire preuve de clémence tout en avouant à voix haute que Douglas avait conçu toute l'opération pour sauver ses entreprises en faillite. Douglas a essayé frénétiquement de faire taire sa femme hystérique en attrapant agressivement son bras avant que les huissiers de justice armés ne s'avancent rapidement pour rétablir l'ordre physique absolu. Regardez les deux conspirateurs se retourner vicieusement l'un contre l'autre a fourni une conclusion profondément satisfaisante au cauchemar horrible qu'ils avaient imposé à notre famille en deuil. Le juge président a observé leur effondrement public chaotique avec un dégoût absolu avant de frapper avec force son maillet en bois contre le bloc de résonance pour faire taire immédiatement la
salle d'audience résonnante. Elle a déclaré sévèrement que les preuves financières écrasantes combinées aux dossiers médicaux indéniables prouvaient que les documents testamentaires mis à jour ont été exécutés avec une parfaite validité juridique. Le magistrat a prononcé une réprimande cinglante admonestant les plaignants d'avoir utilisé le système judiciaire pour victimiser davantage les membres de la famille exacte qu'ils avaient déjà dépouillés. Elle a rejeté officiellement la requête civile frivole avec préjudice tout en confirmant de manière permanente mon autorité juridique absolue sur la fiducie familiale irrévocable établie par mon grand-père. Le juge a ordonné explicitement la libération immédiate des actifs gelés dans ma garde désignés pour assurer la juste distribution de la richesse générationnelle. Vaincre leur procès malveillant signifiait que la forteresse financière protectrice que mon grand-père avait méticuleusement conçue était maintenant entièrement sécurisée contre tout futur défi juridique de ses prédateurs. Obtenir cette victoire définitive devant le tribunal civil ne représentait que la première phase de la justice ultime s'approchant rapidement des individus responsables de la destruction de nos vies. Immédiatement après que le magistrat président eut finalisé sa décision civile définitive concernant le plan successoral contesté, tout le monde à l'intérieur de la pièce se prépara à se lever. Ford a marché avec assurance à travers les doubles portes de bois lourd accompagné de plusieurs policiers en uniforme tenant des mandats d'arrêt fédéraux officiels entre leurs mains. L'enquêteur expérimenté a commandé bruyant à la salle de rester assise avant d'annoncer formellement que Douglas ainsi que Patricia étaient officiellement inculpés de graves charges criminelles. Il a énuméré explicitement de multiples chefs d'accusation de felonies impliquant une fraude financière massive aux côtés de la falsification délibérée de documents bancaires officiels pour faciliter un stratagème de vol qualifié. Ford leur a lu méticuleusement leurs droits constitutionnels tandis que toute la galerie regardait. Le point culminant choquant de ce différend familial compliqué se déroulait en temps réel. Entendre ces accusations juridiques dévastatrices a poussé les plaignants vaincus à s'effondrer instantanément dans un état de panique psychologique absolue directement à leur table désignée. Les officiers armés ont entouré rapidement le couple terrifié avant de placer de force leurs poignets dans de lourdes menottes métalliques résonnant bruyamment à travers la pièce silencieuse. Patricia a crié désespérément mon nom tout en suppliant pour une sorte de miséricorde familiale afin d'éviter de passer ses années restantes à l'intérieur d'une cellule de prison fédérale. Douglas a plaidé impuissamment pour une conversation privée, espérant négocier une sorte de règlement financier désespéré en échange de l'abandon des charges criminelles en suspens. Ignorer leurs supplications pathétiques m'a permis de marcher directement devant leur table sans ressentir un seul brin de culpabilité biologique ou de chagrin restant. Quitter cette salle d'audience sans jamais regarder en arrière symbolisait la rupture permanente de tous les liens de sang me connectant à ces prédateurs financiers impitoyables pour toujours. Plusieurs mois tranquilles passèrent avant que les processus administratifs complexes requis pour activer pleinement la fiducie irrévocable ne soient enfin achevés par notre équipe juridique dédiée. Obtenir le contrôle opérationnel absolu sur le portefeuille financier massif m'a permis de commencer immédiatement à mettre en œuvre ma propre stratégie philanthropique à long terme pour l'avenir. Allouer une part très importante de la richesse héritée a fourni le financement exact nécessaire pour établir un centre d'aide juridique dédié opérant au centre-ville d'Anchorage. Cette organisation caritative nouvellement formée se concentre spécifiquement sur la fourniture d'une représentation juridique gratuite pour les enfants vulnérables souffrant de violences domestiques ou d'exploitation financière sévère. Employer une équipe d'avocats agressifs des droits civils garantit que ces mineurs sans défense reçoivent le plus haut niveau de protection judiciaire contre les adultes malveillants cherchant à leur nuire. Bâtir cette fondation protectrice a directement honoré la toute dernière leçon qu'Alfred m'avait constamment enseignée avant son tragique décès au début de cette année. Mon grand-père croyait fermement que la richesse générationnelle ne possédait une valeur authentique que lorsqu'elle était activement utilisée pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Transformer son immense fortune en une arme pour la justice sociale a assuré que son héritage
Honorable continuerait à aider des personnes innocentes pour de nombreuses décennies à venir. Vivre toute cette épreuve éprouvante m'a forcé à réaliser quelques réalités vraiment profondes. Concernant le côté le plus sombre de la nature humaine. D'abord, assister à cette trahison ultime a prouvé que la cupidité non vérifiée possède la capacité terrifiante de détruire complètement les racines les plus profondes de tout arbre généalogique. Regarder mes propres parents voler leurs aînés a démontré comment le désir obsessionnel d'argent corrompt facilement même les connexions biologiques les plus fortes imaginables. Deuxièmement, les individus malveillants peuvent tenter de cacher la vérité ou de jeter des preuves vitales comme un morceau de déchet sans valeur, mais les faits objectifs refont toujours surface. La vérité possède une résilience incroyable, lui permettant de percer finalement les mensonges les plus élaborés construits par des criminels désespérés essayant de cacher leurs traces. Troisièmement, chercher la justice juridique absolue reste infiniment supérieur à nourrir une haine sans fin envers les personnes qui ont causé intentionnellement votre profonde souffrance émotionnelle. Les actifs hérités atteignent leur signification la plus élevée possible chaque fois qu'ils sont militarisés avec succès pour protéger les membres innocents de la société contre l'exploitation prédatrice. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire personnelle jusqu'au tout dernier moment de cette diffusion. J'apprécie vraiment votre compagnie continue tout au long de ce voyage émotionnel incroyablement difficile vers la recherche de la justice ultime pour mes grands-parents décédés. Quelles sont vos pensées honnêtes concernant la punition juridique sévère que mes parents ont finalement reçue pour leurs terribles crimes financiers? Comment auriez-vous réagi si vous aviez été placé dans cette situation exacte et déchirante, impliquant vos propres parents proches trahissant votre confiance? N'hésitez pas à partager vos perspectives personnelles ainsi que tout conseil spécifique dans la section des commentaires ci-dessous.